Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, d'importantes avancées présentées aux Béninois un an après de mise en œuvre du PAG2 dans le secteur agricole. Le ministre Gaston Bossoui a levé un compte voile sur les réalisations des 12 premiers mois du second quinquennat de Patrice Talon. Retour sur les temps forts des 52 minutes d'émission télé, c'est à suivre. Éclairage sur les tests réjouissants, l'implantation des unités industrielles dans les communes du Bénin. Les élus locaux, cadres administratifs des communes sont conviés à des séances d'information. Les acteurs du Toribocito ne sont pas en reste. Et puis des hectares de terre reboisés dans le plateau et dans la Donga, la restauration des forêts, le bien-être sont au cœur de cette opération. Elle s'est étendue le 1er juin dernier à l'échelle nationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voyons l'adoption de la loi portant organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin. C'est à l'issue de la séance plénière tenue par les députés au palais des gouverneurs. Nathalie Dorisso-Labi nous en donne des précisions. Présenté par le député Barthélémy Kassa, président de la commission du plan, de l'équipement et de la production, la loi numéro 2022-07 portant organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin a été examinée en plénière par les députés de la 8e législature. Du rapport de la commission, il ressort que la loi comporte 5 titres répartis en 13 chapitres qui sont détaillés à travers 79 articles. La dite loi est de nature à permettre au Bénin de connaître des avancées sur les plans institutionnels et organisationnels, notamment en ce qui concerne la conformité des tests régissant les activités statistiques au plan national avec les standards régionaux et internationaux. La loi portant organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin a donc pour ambition de redéfinir le cadre juridique applicable au développement, à la production, à la diffusion, à l'utilisation et à l'archivage des statistiques officielles et permettra en outre au Bénin de disposer d'un système statistique national mieux organisé et capable de produire avec plus de cohérence des statistiques diversifiées et fiables pour des décisions éclairées. Après discussion et amendement, la loi a été adoptée par l'ensemble des députés en présence du ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom. Passons à présent à cette émission bilan. À l'instar de ses autres collègues, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Bossoui, s'est prêté aux questions de nos collègues sur l'an 1 du PAG2, volet agriculture. Voici le condensé de cet entretien télévisé avec Christelle Tongodo. En 6 ans, beaucoup de performances sont enregistrées dans les filières agricoles. Ceci est le résultat des réformes structurelles mises en œuvre par le PAG1 pour booster le secteur. Dans le secteur agricole, il a été nécessaire de mettre en place un programme cohérent. Pour accroître nos capacités à couvrir les besoins alimentaires domestiques, dégager des surplus consistants pour servir le marché régional, de diversifier nos échanges avec les autres pays, faire en sorte que le paysan gagne. Pour ce quinquennat, de grandes orientations sont prévues et ces orientations ciblent des axes principaux. C'est comment faire en sorte pour réduire le frein que les gens ont à s'engager dans l'agriculture. La deuxième chose, c'est la mécanisation de notre agriculture et l'irrigation. L'autre axe, c'est la sédentarisation de nos élevages. Les conditions dans lesquelles les autres produits de poissons pour nous vendre, nous ne les connaissons pas. Et il vaut mieux, à côté de la cueillette, donc la pêche artisanale, maritime ou continentale, nous fassons l'élevage du poisson. Au-delà des ressources halieutiques, les filières animales bénéficient aussi de l'attention soutenue du gouvernement. Et les progrès réalisés en matière de viande, nous avons fait un pas de 16%. En matière de lait, nous avons fait un pas lent de 15%.
Mais en matière d'œufs de table, nous avons fait un pas d'à peu près 40%. Le PAG2 veut consolider davantage les acquis du PAG1 volet agriculture. D'ailleurs, le Bénin, premier producteur de l'or blanc en Afrique et deuxième producteur de cultures vivrières dans l'espace UEMOA, ce n'est nullement un hasard. On a transféré les compétences aux organisations professionnelles agricoles. L'interprofession cotonnière a été réhabilitée. Nous sommes passés de 269 000 tonnes en 2015 à 451 000 tonnes l'année qui a suivi. Puis blanc, nous sommes allés à 678 000 tonnes, premier producteur. Et pour que ces filières prospèrent, le gouvernement a dû consentir des efforts pour stabiliser le prix de cession des intrants et engrais. Oui, nous avons eu la chance de gagner les intrants à bonne date et puis de voir des acteurs agricoles, des acteurs de la transformation accepter de perdre une partie de leurs privilèges, de leurs bénéfices au profit des producteurs. Cela est très bien et l'État n'a fait qu'accompagner en renonçant à ce qu'il devait percevoir sur ces divers produits, surtout le coton, pour que les filières gagnent. Beaucoup d'actions menées au profit de l'agriculture, avec à la clé la création de cette pôle de développement agricole, de quoi assurer l'autosuffisance alimentaire. Autre actualité ce soir, la recherche du bien-être par la mise en terre des plants d'arbres pour cette 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Plus de 1350 plants ont été mis en terre sur le site du lycée technique de Pobet. C'était sous la direction du préfet Valère Setonobo et des agents des eaux, forêts et chasses. Calvador Wanou et Nathalie Doris-Olabi nous font le point. Nous sommes ici sur le domaine du lycée technique de Pobet. C'est pour l'opération de reboisement de la 38e édition de la Journée de l'arbre. Nous allons mettre en terre 1353 plants à l'écartement 2x2 sur une superficie de 0,52 hectares. Les essences que nous allons utiliser comprennent 1290 plants de teck associés à 63 plants d'essence autochtone. Cette association d'essences, pour rester en phase avec le thème de la journée, valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable. Il est reconnu qu'augmenter la gamme des essences autochtones en les plantant, en mélange avec les essences de production à croissance rapide, permettra à coup sûr d'augmenter la productivité des forêts plantées en profitant des synergies entre espèces, de subvenir durablement aux besoins en ressources biologiques tout en restaurant les écosystèmes forestiers et le potentiel de biodiversité des forêts. Une chose est de planter des arbres, mais l'autre chose plus importante reste l'entretien, d'où cette invite. Et je voudrais profiter de cette occasion pour inviter le proviseur du lycée technique et tout son staff à poursuivre l'entretien. La campagne de reboisement ainsi lancée, chaque citoyen est invité à marquer son passage sur terre en plantant au moins un arbre. Et on prend la direction de la Donga à Djougou précisément pour cette même opération. Le site de Nyongambi a reçu des plants autochtones. Abdoulaye Idrissou et Abdoulaye Moumni Yakobo pour le compte-rendu. Environ 4000 plants mis en terre sur ce site de Nyongambi dans l'arrondissement de Barienou dans la commune de Djougou. L'administration forestière, à l'occasion de cette 38e édition, valorise les espèces autochtones dans le département de la Donga. Le site-là est beaucoup sécurisé, il a un titre foncier et puis c'est clôturé. Donc à l'intérieur, il y a 1,5 hectare que nous avons valorisé à travers la mise en terre des plants des espèces autochtones et pour une économie verte durable. Pour le compte de 2022, j'exhorte la population et surtout l'Église catholique qui a ce domaine qui a été reboisé à mieux entretenir les plants pour qu'ils survivent.
L'autorité préfectorale insiste également sur la préservation du karité qui peut cohabiter avec l'anarcadier. À l'endroit de la population de la Donga, j'ai toujours conseillé de ne pas détruire les parcs à karité. Nous voyons la difficulté qu'il y a à les planter, la difficulté qu'il y a à entretenir. Et ce que nous avons de façon naturelle, que Dieu a mis entre guillemets à notre disposition, nous devons l'entretenir pour que le développement durable soit. La pression de l'homme sur l'environnement fait que nous les détruisons au détriment des champs d'igname, champs d'anacadier. Les deux peuvent cohabiter. On n'a pas besoin de détruire une espèce pour une autre. 150 espèces autochtones sont plantées sur ce site de 1,5 hectare. Le bilan de l'édition 2020, toujours dans l'arrondissement de Barienou, fait état de 60% de plantes aujourd'hui disponibles pour le bien-être des populations. Et on parle du défi du reboisement dans le département de l'Alibori, ce département qui est en proie aux effets néfastes des changements climatiques. Ils sont si pires qu'ils font craindre le pire. À la faveur de la journée nationale de l'arbre, le préfet de l'Alibori a convié à développer des comportements vertueux qui placent la restauration du couvert végétal au rang de priorité. Bertin Adimi et Ernest Tegou nous donnent des précisions. Ahmed Belokissama, le préfet de l'Alibori, donnant l'exemple de la mise en terre de plans en ce jour dédié à l'événement sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département qu'il administre, l'état des lieux de la situation environnementale n'est pas des plus reluisants. À situation exceptionnelle, stratégies et approches innovantes sur le domaine du collège de Pédé qui abrite l'événement, le groupement des sapeurs-pompiers est mis à contribution pour l'arrosage des plants, la pluie n'étant pas encore bien au rendez-vous dans l'Alibori. Plus que tout le monde, nous sommes davantage concernés. C'est ce qui fait que nous avons choisi l'environnement d'un collège parce que les élèves sont un peu la génération présente, mais surtout future. Et il faudrait les impliquer tout le temps pour élever un peu la conscience collective en ce qui concerne tout ce qui est protection de l'environnement, sauvegarde de l'écosystème. Membre de la conférence administrative départementale de l'Alibori, autorité communale de Kandi, hommes en uniforme, agents des eaux, forêts et chasse sont associés à cette action citoyenne en faveur de l'environnement. C'est une bataille collective et on doit gagner ça avec toutes les forces vives du département, avec toutes les composantes de notre société. Au lieu de s'accrocher à des pratiques qui créent des impacts négatifs à l'environnement, il vaut mieux changer de paradigme pour une sauvegarde et une restauration durable de l'environnement susceptibles de générer de revenus. On appelle les populations à s'investir, à réaliser des plantations. Et ces plantations, au même moment que ça va régler les problèmes écologiques, va leur procurer des bénéfices. Et on parle à présent médecine traditionnelle. La Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle au Bénin, FENAMETRAB, se rapproche davantage de ses membres de l'Alibori. C'est à travers l'installation du bureau de la fêtière à Kandi. Bertin Adimi et Ernest Tegou. L'acte est fort simple mais chargé de sens. Après le Koufo, la Donga, la Takora et le Borgou, la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle au Bénin investit ainsi l'Alibori. Nous sommes réunis ici pour envoyer des hommes en mission, pour qu'à la fin, les résultats soient au rendez-vous. L'ambition est affichée donc clairement. Les praticiens de la médecine traditionnelle affiliés à la FENAMETRAB entendent interagir en complicité positive avec les acteurs de la médecine moderne pour soulager les peines des populations dans le domaine de la santé. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on. Nous attendons le soutien de tout le monde afin qu'ensemble les objectifs soient atteints au plus rapidement que possible pour le bien de tous. Le secteur de la médecine traditionnelle, véritable levier de développement, l'exécutif béninois, avec à sa tête le président Patrice Talon, en fait son cheval de bataille. Au niveau départemental, on n'en est pas moins convaincu
D'où ces exhortations. Unissez-vous, communiquez pour que la médecine traditionnelle puisse aller de l'avant. Traiter un être humain, ce n'est pas facile. La médecine traditionnelle, pour être respectée, doit se débarrasser de toute forme d'obscurantisme et de toute pratique dégradante de bas étage. Le bureau départemental de la Fanametrabe dans la Liborie dispose d'un mandat de 5 ans pour faire ses preuves. Le vélo, moyen de transport, de distraction, également de sport. Le vélo qui est à l'honneur ce vendredi 3 juin à l'occasion de la journée mondiale de la bicyclette, une date proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. L'adoption de la résolution a eu lieu le 12 avril 2018. Le vélo, un objet utilisé pour la distraction, le développement, le déplacement, mais aussi le sport. Suivez ce reportage de Ézéchiel Jacob. On l'utilisait quand on était tous petits. Moyen de transport simple, durable, économique et écologique. Le vélo, encore appelé bicyclette. Certains l'utilisent comme moyen de distraction, d'autres comme instrument de sport. La bicyclette, c'est un moyen de déplacement écologique. Donc ça aide à réduire l'effet des gaz à effet de serre. Ça protège l'environnement en réduisant la production de CO2. Et ça aide à lutter ainsi contre la pollution atmosphérique, que ce soit par l'émission de gaz, mais également contre la pollution sonore. La pratique de la bicyclette permet de favoriser le retour veineux. Vu que c'est une activité qui permet de travailler les muscles de la jambe, ça favorise le retour veineux, ça favorise une bonne circulation sanguine, ça permet de réduire les mauvaises graisses de l'organisme et permettre ainsi de lutter contre l'obésité. La pratique régulière de la bicyclette permet de réduire à 40% le risque de cancer de côlon, à environ 30-35% les maladies cardiovasculaires, dont l'hypertension artérielle, ainsi que les maladies métaboliques telles que le diabète. Le vélo a-t-il un mode d'emploi particulier? Il est conseillé de faire la bicyclette sur terrain plat de façon rapide et ça aide plus à travailler le cardio et à favoriser le bon fonctionnement du cœur. Si quelqu'un a envie de pratiquer de la bicyclette, soit il le fait en conclusion 30 minutes par jour pendant 5 jours et de façon rapide, ou soit il fait 15 minutes en une fois par semaine. La première bicyclette était appelée la Drésienne. Elle a été inventée par le baron allemand Karl von en 1817. 2 roues, un guidon, une chaîne et une pédale. C'est toute la composition d'une bicyclette. Voyons à présent ces séances d'information. Les acteurs des collectivités locales de l'Atlantique et du littoral se réunissent pour mieux s'informer sur les tests qui régissent l'implantation d'unités industrielles dans leur commune. Les élus locaux, cadres administratifs de la commune d'Abomey-Calavi sont sensibilisés. C'est une initiative de la direction de l'industrie, du commerce de l'Atlantique et du littoral. Ézéchiel Jacob nous fait le point. On ne peut pas réussir. Attention particulière accordée à un sujet d'intérêt national. Ici, élus locaux, cadres de l'administration, s'informent sur les tests qui régissent l'implantation d'une unité industrielle en République du Bénin. On ne peut pas se passer de ces tests et permettre que les promoteurs viennent s'installer frauduleusement dans les communes. Il a dit un promoteur vient, il a la possibilité d'acheter un domaine quelque part, il va s'installer, il arrive à réunir les pièces, il va s'installer et après c'est la population qui commence par crier, dit ah attention telle unité nous crée des ennuis, il y a la pollution sonore, la pollution atmosphérique. Pour éviter ça, il faudrait que le conseil communal puisse travailler pour dire ah nous allons réserver tel domaine là pour accueillir exclusivement les unités industrielles. Délivrance d'une autorisation d'installation industrielle, certificat de conformité environnementale notamment. Ces élus locaux en savent désormais
sur ces tests. Les participants et moi-même à cet atelier, nous ne sommes pas en train de repartir tel que nous sommes venus. La mise en place ou l'implantation des industries dans un environnement requiert, n'est-ce pas, donc des dispositions préalables. Les élus communaux, n'est-ce pas, donc, sont appelés à travers la communication à jouer leur partition, leur responsabilité. Éclairés, ces acteurs de la collectivité locale veilleront davantage sur les normes d'implantation des unités industrielles dans leur commune, source de développement. Eh bien, après Bomé-Calavi, les acteurs locaux de Toribo-Cito ont aussi bénéficié de cette sensibilisation. Suivez le compte-rendu de René Kofi. Alors, quand on parle de site industriel communal, informer et sensibiliser sur le rôle des élus communaux dans l'implantation d'entreprises industrielles, c'est l'objectif de cette séance qui réunit les acteurs du développement local de Toribo-Cito. Une initiative de la direction de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Les habitants, le dernier de la commune de Tori, puissent être au courant, puissent être informés, la partition de chacun dans l'installation d'une unité industrielle et également du profit qu'ils ont à tirer de l'existence d'une unité industrielle dans leur localité. Lever le voile sur les dangers liés à l'implantation d'entreprises industrielles, un des points développés par le communicateur, et les participants sortent plus aguerris et mieux outillés. Nous, acteurs communaux, nous n'avons souvent pas perçu ce plan de la chose et nous avons donc laissé tout le temps les unités industrielles exercer librement sans connaître, n'est-ce pas, le contenu de leur cahier de charge pour ce qui concerne leur rôle vis-à-vis des populations à la base. Notre leitmotiv désormais, c'est de prendre en compte tous ces enseignements afin de parfaire nos actions de développement. On ne peut que remercier le directeur, la directrice, je vais dire, départementale de l'industrie et du commerce qui a initié cette séance de sensibilisation-là et qui a choisi d'aller notre commune. Le secteur industriel est un moteur de développement pour le Bénin. Cette initiative vient à point nommé créer une synergie autour du processus d'implantation des entreprises industrielles dans toutes les communes du Bénin. Parlons à présent baccalauréat technique. Les candidats plongent depuis ce matin dans les différentes filières au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Les autorités du ministère des enseignements secondaires et celles du ministère de l'enseignement supérieur sont allées constater le déroulement du dit examen. Gilles Dansou et Igor Ayosso. Ils composent dans 5 filières, le bac E, F3, F4, EA et G1. Au centre du lycée technique Koulibaly de Cotonou, ils sont au total 1275 candidats. Le top de l'examen est donné et les différentes autorités parcourent les salles pour s'assurer du bon déroulement. Le chef centre donne quelques précisions. Le lycée technique Koulibaly accueille 5 séries de baccalauréat série technologique. La délégation ministérielle a lancé ce matin la série F4 qui a accueilli 473 candidats répartis dans 19 salles. Et c'est la série génie civil. En réalité, ils ont le bac F4 ou génie civil. Mais depuis le 31 mai, nous avons démarré par la série F3 et qui a 442 candidats répartis dans 10 groupes. Et le 2 juin, les séries G1 qui ont 160 candidats, secrétariat, et la série E, 23 candidats, et la série EA, 177 candidats, ont également démarré depuis le 2 juin. Les dispositions sont prises pour que cet examen se déroule dans les conditions les meilleures. La vision du chef de l'État qui prône la professionnalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle tend vers une effectivité. Et c'est ce qui va nous amener au niveau du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à sensibiliser davantage les apprenants. Je peux vous rassurer que jusqu'à ce que les élèves aillent à cet examen, que les programmes ont été exécutés à 100%. Et donc pour cela, nous espérons quand même que les résultats soient meilleurs.
Un tour a été fait au collège catholique Saint-Jean-Bosco de Cotonou, où les candidats sont également en pleine composition. Parlons de cette inauguration. Le centre de transfert des déchets solides et ménagers de Semepoji a été inauguré. Il va permettre de résoudre durablement la problématique de salubrité urbaine. Gilles Nansou. Un autre pas de franchi dans la collecte et la gestion des déchets solides par la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Noukoué. L'inauguration ce jour du centre de déchetterie communale de Semepoji. Le centre de transfert est composé d'un grand espace et à l'entrée vous avez le pont bascule. Le pont bascule qui permet de prendre le poids de tous les camions. Donc après la pesée, ces véhicules tournent pour aller sur le quai que vous voyez devant moi pour déverser les déchets dans les caissons de 30 mètres cubes qui sont en contrebas. Et il y a d'autres véhicules en plirole qui viennent soulever ces caissons de 30 mètres cubes pour les acheminer vers les centres d'enfouissement technique. Mieux, le centre est appelé très bientôt à jouer d'autres rôles au-delà de la simple collecte de déchets produits par la population. Nous avons décidé que ces infrastructures ne s'appellent plus centre de transfert parce que d'ici dans 6 mois, cet espace va devenir un espace où nous allons faire du tri. Nous allons pouvoir récupérer des matières qui pourront alimenter les filières de recyclage qui se mettent en place dans le pays. Donc, ça va être un espace, je dirais, commercial. Très bientôt, il sera également lancé le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, selon le directeur général de la société. Voilà, reportage signé Firmin Bassao. Le centre de transfert des déchets, c'est un reportage donc signé Firmin Bassao. Parlons à présent de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi qui a entrepris des partenariats avec plusieurs structures publiques et privées, nationales comme internationales, dont Benin Terminal. Ce partenariat est signé depuis 2017. Les deux partenaires se sont retrouvés pour donner vie à cette collaboration. Christelle Tongodo et Wenceslao Sawaimo. Un vieux partenariat se renouvelle avec la signature de cette convention entre l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et Benin Terminal. Cette collaboration est placée sur plusieurs volets. Il s'agit, entre autres, du placement des étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi pour les stages à Benin Terminal, de la visite des enseignants de l'école polytechnique à Benin Terminal, de l'organisation conjointe des journées professionnelles, de l'organisation des sorties pédagogiques des étudiants à Benin Terminal, de l'insertion des meilleurs diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi dans les différents secteurs d'activité de Benin Terminal. Cet accord de partenariat entre Benin Terminal et l'EPAC a déjà pris corps par le recrutement de quelques diplômés de l'EPAC dans les secteurs d'activité de l'entreprise Benin Terminal. Alors nous sommes demandeurs, nous cherchons des forces vives, des compétences. Et où les chercher? Dans des écoles prestigieuses. Et l'EPAC en fait partie. Et nous recherchons ces compétences, d'abord parce que vous êtes le futur de la nation, et vous êtes le futur de notre structure. Sans vous, Benin Terminal ne sera pas ce que sera Benin Terminal dans le futur. Jamais. C'est pas possible. Je voudrais juste préciser un petit point. D'accord? Il semblerait que sur les réseaux sociaux, il y ait des gens mal intentionnés qui demandent de l'argent pour faire passer les dossiers à Benin Terminal. Les demandes de stage sont gratuites. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi forme les étudiants et cadres techniques dans 11 spécialités, à savoir génie civil, génie électrique, génie mécanique, etc.
Un mot de football. Les écureuils du Bénin entament la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations ce samedi. Le Bénin affronte au stade Abdoulaye Wade de Diamadio les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre. Bruno Swali nous parle de cette confrontation. Sénégal-Bénin, un match au parfum de retrouvailles, mais surtout de revanche pour le Bénin. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au quart de finale de la CAN 2019 où le Sénégal l'avait emporté sur la plus petite des marques. Près de 3 ans après cette confrontation, beaucoup de choses ont bien changé. Le Sénégal a complètement changé de statut. Auteur d'une brillante saison avec Liverpool, le Sénégalais est un prétendant au prochain Ballon d'Or. Dans les buts, Edouard Mendy est devenu le gardien numéro 1 au monde grâce à ses performances exceptionnelles avec Chelsea. La défense sénégalaise a été renforcée dans le temps avec l'émergence d'un Saliou 6, tout comme en milieu de terrain, Nampalys Mendy qui a gagné en confiance. Les éliminations dans la course à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde ont certainement servi de leçon. Le noyau de l'équipe est resté en place à l'exception de son capitaine Stéphane Sessayon et Fabien Farnol. Autant les cadres sont restés, autant l'équipe connaît une nouvelle vague de jeunes joueurs révélés au dernier tournoi d'Antalya que le Bénin a d'ailleurs remporté. Tossi Ayegou, Mohamed Tidjani et Josué Chibozo, nouvelle trouvaille de Moussa Latunji, montrent des signes de bonne intégration au sein de l'équipe nationale. Autant dire qu'entre 2019 et 2022, les deux équipes sont entrées dans une nouvelle dynamique. Sénégal-Bénin s'annonce donc palpitant au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio ce samedi. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez William Tchoki à 23h30 pour l'édition du soir. Mais juste derrière moi, vous retrouverez la reconnaissance de la nation à ces braves soldats tombés au front. C'est un élément signé Jérôme Humbo. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.